bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin pour cette plénière. Et nous sommes collectivement reconnaissants à Jean-Baptiste de Foucauld qui hier a parfaitement introduit notre sujet. Alors pour parler de l'engagement collectif, j'ai à côté de moi Bernard Lemasson, président de la Fondation Accenture France, le docteur Rada Hatem qui est médecin-chef à la Maison des Femmes de Saint-Denis, Denis Metzger qui est président de la Break Poverty Foundation, et Pierre-Yves Madinier qui est président de la Fondation ATD Quart-Monde et ancien président de ATD Quart-Monde. Alors notre thème de ce matin précisément, je vais reprendre très brièvement les 3 âges de l'engagement que Jean-Baptiste de Foucauld nous a présenté hier, de façon moins brillante que lui certainement, mais pour reposer notre débat. Alors selon lui, il est peut-être dans la salle, le premier âge de l'engagement est très lié à des visions du monde, vous vous souvenez, très cadré aussi par les institutions, et profondément porté par le sentiment du devoir. Ça, c'était le premier âge qu'on a dépassé aujourd'hui. Le second âge de l'engagement, dans lequel nous serions pleinement encore aujourd'hui, c'est un engagement beaucoup plus individuel, ponctuel, atomisé parfois, souvent très créatif, mais avec le défi du collectif. Et c'est ce 3e âge de l'engagement qu'il appelle de ses voeux, qu'il a esquissé un petit peu, dont précisément nous allons discuter ce matin. Donc ce 3e âge, la question que Jean-Baptiste Foucauld posait, c'est comment, de la complexité, de la diversité, fait-on émerger un mouvement collectif unifié. Il nous a dit comment fait-on émerger quelque chose de totalisant sans être totalitaire, et comment trouve-t-on quelque chose qui relie ces engagements, qui leur donne plus de force. Donc ça c'est le cadre qu'on nous a donné. Ce matin, nous allons nous attacher à l'appliquer aux fondations, puisque c'est ce qui nous rassemble, ce qui nous relie en premier lieu. Il se trouve qu'avec l'Observatoire de la philanthropie dont je m'occupe à la Fondation de France, nous avons réalisé il y a 2 ans une étude précisément sur ce sujet. Donc certains enseignements de cette étude me serviront d'illustration aux propos des intervenants ce matin, avec quelques slides qui défileront. Mais d'emblée, nous avons décidé ensemble que sur un sujet comme le collectif, on ne pouvait pas faire autrement que d'être véritablement en dialogue entre la salle et le plateau. Donc dès maintenant, on va vous solliciter, vous faire participer avec quelques questions auxquelles vous serez amenés à répondre à main levée, et puis un petit challenge collectif qu'on va vous donner tout de suite. Alors, 2 premières questions. Qui parmi vous a déjà eu, via sa fondation, une expérience d'engagement collectif réussie? Allez-y, on lève la main. Très bien, merci. Peut-être un quart, un tiers de la salle, un tiers. 2e question, qui a déjà cherché à bâtir une expérience, une démarche collective et a échoué ou a eu de grandes difficultés? 2 questions. Oui. Très bien, merci. Alors maintenant, le petit challenge pour vous, pour chacun de vous. Pendant toute la durée de cette session qui va durer 1h30, on vous propose chacun de réfléchir dans votre tête à une action que vous pourriez vous donner, un défi que vous vous lancez à vous-même pour votre fondation, pour engager davantage votre fondation vers une démarche collective. Et à la fin de la session, vous pourrez partager cette idée, cette initiative avec votre voisin ou votre voisine. Et si votre voisin ou votre voisine la trouve intéressante, il pourra la partager avec l'ensemble de la salle. Voilà. Voilà le petit challenge qu'on vous donne à ce stade, si ça vous va. Et tout de suite, je vais donner la parole à nos intervenants pour se présenter, mais je voulais simplement introduire davantage le sujet en partant du constat de départ qui était celui de notre étude sur cette question de l'individuel et du collectif. On avait commencé en fait par un constat assez pessimiste qui était le suivant: les fondations, à vrai dire, ne sont pas du tout naturellement des acteurs qui sont enclins au collectif. Pourquoi? Parce qu'elles ont leurs propres ressources, leur propre vision, qui souvent procèdent d'une histoire personnelle, intime, du fondateur, ou bien des valeurs de l'entreprise qui peuvent être très fortes et très déterminantes. Et du coup, elles ont leurs ressources, leurs objectifs, leurs visions. Elles sont du coup des acteurs très autonomes et qui n'ont pas forcément besoin des autres. Alors la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble, c'est pourquoi et comment, finalement, elles se tournent quand même vers le collectif, parce que malgré tout, il y a cette... Là, c'est pas mes slides que j'ai ici, voilà. Il y a ce postulat commun, elles ont quand même ensemble cette idée que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin.
Alors comment est-ce qu'elles vont s'y prendre? Je vais laisser chacun des intervenants se présenter et présenter leur engagement selon la définition que Yannick Blanc en a donnée hier, c'est-à-dire on part des idées, des convictions, pour aller vers l'action. Donc chacun de vous va se présenter en quelques minutes selon ce cadre. Merci Laurence. Bonjour à tous. Donc, je suis Bernard Lemasson. Donc, je suis ici en tant que président de la Fondation Accenture. Donc, Accenture qui est une grosse entreprise, hein, c'est 450 000 personnes dans le monde. C'est le 14e employeur mondial privé de toutes les entreprises dans le monde. Donc, c'est une très grosse entreprise. Donc, moi, à titre personnel, je suis un dinosaure dans cette entreprise, ça fait presque 30 ans que j'y travaille, ce qui est complètement atypique, peut-être pour certains d'entre nous dans la salle, mais pour les milléniums qui sont maintenant, qui vont faire 10 métiers dans plein d'entreprises différentes, voilà, c'est très atypique. Ça fait 20 ans que je travaille je participe aux actions de la fondation d'entreprise, et depuis 5 ans, je suis président de cette fondation. Donc un parcours très linéaire, on va dire, dans une très grosse entreprise. Et en forme d'introduction également, pour répondre un peu au point de Laurence, alors quand je regarde un petit peu les logiques d'engagement de l'entreprise, je vais prendre vraiment ici le parti beaucoup de l'entreprise, parce que j'incarne cette entreprise. D'abord, pour faire un peu de provocation, quand une entreprise s'engage, c'est parce que c'est son intérêt de le faire. Et donc c'est un intérêt stratégique. Je reviendrai, ce n'est pas l'intérêt de développer du business dans les 3 prochains mois, mais c'est un intérêt stratégique de long terme. Si la société va mal, l'entreprise ira mal. Donc ça c'est le premier point. L'entreprise s'engage parce que c'est son intérêt. Si on veut qu'il y ait l'engagement collectif, il faut d'abord qu'il y ait l'engagement individuel des salariés. Donc on travaille beaucoup chez Accenture sur l'engagement individuel d'abord. Qu'est-ce qu'on fait pour reconnaître, faciliter, aider les personnes, les salariés, dans leurs engagements, qu'ils soient en dehors de l'entreprise d'ailleurs, ou comment on les aide au sein de l'entreprise. Et donc, voilà, pour nous, typiquement, c'est le mécénat de compétences qui est un levier très important, mais c'est également donner la capacité de reconnaître l'engagement, le bénévolat des personnes. Et le troisième point pour le collectif, c'est donc cet engagement individuel est une condition de l'engagement collectif. Et après l'engagement collectif, pour nous, c'est ce que dit le message sur la slide, là, c'est l'engagement collectif est de plus en plus pour nous la condition du changement systémique, de la réussite donc des actions en faveur de l'intérêt général et de leur impact. Bon, dire vite, même si c'est un mot que Jean-Baptiste de Foucault n'a pas hier. Donc voilà, le collectif est une condition de la réussite, pour dire rapidement, de nos actions. Je vais juste redire, Bernard, en 3 mots, les activités de la Fondation Accenture, ces axes d'intervention. Et donc la Fondation Accenture est une fondation d'entreprise, donc on ne peut pas faire d'habit bien social, je reviens. Donc on s'est engagé au niveau mondial sur des sujets d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Il se trouve qu'on recrute énormément, chaque année on recrute 70 000 personnes, donc on est plutôt une machine à faire de l'entrée dans l'emploi, l'employabilité des personnes. Et on s'est dit, on va essayer de pousser cette logique-là pour des profils un peu défavorisés, loin de l'emploi, pour des raisons XY. Et donc on s'est engagé au niveau mondial, d'ici 2020, donc sur la période 2015-2020, à accompagner 3 millions de personnes dans le monde pour l'accès à l'emploi ou l'entrepreneuriat, avec tout plein d'actions dans tout plein de pays, principalement en travaillant avec des associations qui elles-mêmes sont en lien direct avec les personnes. Donc ça c'est un axe majeur, et de plus en plus on veut faire ce qu'on appelle du changement systémique, on utilise des mots de consultants, dans une boîte de conseil d'organisation, du changement systémique, c'est-à-dire effectivement comment on peut peser avec les autres, collectivement, avec toutes les parties prenantes, l'État, donc les pouvoirs publics, les associations, les citoyens eux-mêmes, comment on peut peser sur des changements structurels dans les pays, les sociétés, pour améliorer l'intérêt général. Et donc c'est des changements compris d'ordre législatif, c'est des changements d'ordre démocratique, l'expression des citoyens. On estime que les entreprises ont aussi un rôle à jouer là-dessus, et pour favoriser, in fine, cet accès à l'emploi, l'entrepreneuriat, que chacun trouve sa voie dans un programme qu'on appelle au niveau mondial Skills to Succeed, des compétences pour la réussite de chacun. Ouais. Merci. On passe le micro au docteur Radha. Bonjour à tous et merci de m'accueillir. J'ai bien conscience d'être une espèce d'intrus puisque je ne représente aucune fondation, mais plutôt une super bénéficiaire d'un engagement collectif de fondation. Je pense qu'on en reparlera. Très rapidement, ce que je fais, moi je suis gynécologue accoucheur. Et pour répondre très vite à la question, pourquoi est-ce que tu as fondé la Maison des Femmes, j'ai plusieurs possibilités de réponse. Je suis une femme.
Je viens du Liban, un pays où la condition des femmes est peut-être un peu moins pire qu'en Iran, mais l'Orient a quand même un impact assez néfaste sur l'autonomie des femmes. J'ai 3 frères et j'ai été amenée à travailler en Seine-Saint-Denis, qui est un département où tout ce qui est difficile dans la société est aggravé par la pauvreté et l'immigration. Donc au bout de quelques années en Seine-Saint-Denis, je me suis dit, pour toutes ces femmes que j'accueille et que je vois arriver avec des parcours de vie atroces, que ce soit parce qu'elles ont traversé l'Afrique et qu'elles se sont fait violer en Libye, ou parce que ce sont des Françaises de souche et que leur quotidien est insupportable, peut-être qu'une réponse collective, un parcours de soins coordonné serait la bonne chose. Et pour le faire, j'ai pensé à ouvrir une maison, c'est assez bête comme réponse. Et pour avoir de l'argent, je me suis spontanément tournée vers des fondations. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à en mobiliser une petite quinzaine à mes côtés. Donc on en reparlera peut-être. Merci. Est-ce que vous voulez redire un tout petit peu plus ce que fait la Maison des Femmes et donc la motivation, vous me l'avez exprimée en expliquant que vous aviez au fil de votre carrière eu le sentiment d'une fatalité qui vous déplaisait. C'était contre cette fatalité que vous vouliez lutter. Et peut-être ce que fait la Maison des Femmes avec le concept du one-stop shop, expliquer un petit peu cette dimension. Oui, en fait, toutes les études le montrent et les femmes en témoignent. Sortir des violences, c'est mission impossible quand on n'est pas aidé. Parce que pour le faire, il faut arriver à mobiliser énormément d'acteurs, des policiers, aller porter plainte, trouver un juriste, un avocat, un médecin, une psychologue. Et si vous dites à la femme, faites ça, 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 elle ne fera jamais rien. Alors que si le One Stop Shop, c'est venez nous voir, nous sommes une unité de soins dans un hôpital, on va commencer par s'occuper de votre santé. Parce que ce soit coups et blessures, fracture du nez, entorse de jambes ou chute dans l'escalier, c'est notre problème. Que ce soit impact du psychotrauma, parce que toutes ces femmes sont dans un cas de psychotraumatisme assez sévère, qui peut même s'apparenter à ce qu'on a vécu quand on était au Bataclan. C'est aussi notre affaire, parce que c'est de la santé mentale. Et ensuite, nous allons vous mettre dans les mains, c'est une espèce de passage de relais, c'est-à-dire que dans cette maison, il y a tout. Médecin, sage-femme, psychologue, sexologue, juriste, assistante sociale, conseillère conjugale. Donc la femme passe de référent en référent. Et ce qui est vraiment bien pour elle, c'est qu'on coordonne son parcours, on partage le secret médical. Vous savez que nous sommes tous soumis, même si nous ne sommes pas médecins, au secret médical quand nous sommes dans une institution. Donc elle n'a pas besoin de raconter son histoire 10 fois. Et on fait des points régulièrement pour élaborer son parcours de soins le plus adapté au point où on en est. Et ensuite, on a énormément de relais avec des gens qui peuvent les accompagner vers l'emploi, vers l'hébergement. Et avant tout ça, plein de petites associations, la main tendue, l'Amicale Unie, le Parc quotidien, qui peuvent aussi les aider très ponctuellement. Merci beaucoup. Denis Metzger, c'est à vous. Racontez-nous la jeunesse de votre engagement et ce que fait aujourd'hui la Break Poverty Foundation. Vous êtes tout d'accord? Ça fonctionne, merci. Je voulais rebondir sur le thème introductif. Seul on va plus loin. Seul on va plus vite. Seul on va plus loin. Vous voyez déjà la confusion. Tout ça pour vous expliquer que le sujet n'est pas simple et que ce thème de l'engagement collectif est un thème qui est très fort, mais où il faudra que l'on ose se dire les choses, puisque c'est quand même plus sympa de parler de l'engagement individuel que de parler des contraintes de l'engagement collectif. J'aurais préféré parler de l'amour que de la vie conjugale, en d'autres termes. Donc, même si la vie conjugale, une fois qu'elle est bien travaillée, crée du bonheur et permet d'aller plus loin, on est quand même sur deux domaines très différents. L'engagement individuel, c'est la spontanéité, c'est l'inné, c'est l'émotion, l'indignation, parce qu'il n'y a pas d'engagement individuel s'il n'y a pas d'indignation. Et d'ailleurs, Stéphane Hessel disait très bien qu'avant de chercher son engagement, il faut d'abord chercher son indignation. Et donc on est dans un monde d'irrationnel et émotionnel, alors que dans l'engagement collectif, on tombe dans le rationnel, et c'est quand même moins sympa. C'est quand même plus sympa de s'occuper d'un village africain seul avec sa petite assoce
que de gérer un cluster onusien. Vous voyez, moi, j'ai les deux expériences et je préfère l'amour à la vie conjugale d'une certaine façon. Donc c'était simplement pour reposer de façon assez caricaturale le sujet, mais je pense qu'il faut garder ça en tête. C'est pas l'engagement collectif qui est un objectif, il n'est pas un objectif naturel, il n'est pas forcément un objectif plaisir. Alors sur mon engagement personnel, comme tout engagement, il est né d'une rencontre. Une rencontre avec Jacques Attali, qui était mon prof d'économie lorsque je faisais ma thèse, et qui m'a proposé un jour, alors que je revenais d'Inde, où j'avais fait mon service militaire, il m'a proposé de participer à la création d'Action contre la faim. Donc je suis resté très accroché à cette cause. Le bonheur de découvrir le monde, le bonheur de découvrir les hommes, le bonheur d'être parfois efficace, d'être souvent inefficace, mais parfois efficace. Et puis une aventure collective, puisque aujourd'hui, Action contre la faim, dont je me suis occupé depuis l'origine, est devenue une grande organisation, donc m'a donné beaucoup de plaisir, puisqu'aujourd'hui c'est 10 000 salariés, c'est 500 millions de budget, qui travaillent dans 45 pays. Mais c'est devenu un gros machin, et l'engagement individuel, le bonheur de l'amour a un petit peu disparu. Et donc en réfléchissant à la prochaine étape, puisque je suis à une période où je réfléchis à ce que je vais faire de ma retraite, je suis reparti sur un engagement qui est un engagement différent, et un engagement qui est surtout, cette fois-ci, peut-être à cause de mon âge, basé sur la recherche d'efficacité. Certains parlent d'impact, certains parlent de dictature d'impact, moi je parle de plaisir de l'impact, qui est aussi vrai que la dictature. Et donc, avec quelques amis chefs d'entreprise qui ont la culture de l'efficacité, la culture de l'action qui doit rapporter, au sens noble du terme, nous avons cherché à voir en quoi nous pourrions être utiles à la société qui nous entoure. Et bien évidemment, dans l'air du temps, nous nous sommes précipités sur l'émigration et la grande pauvreté en France et dans les pays sources d'immigration. Et notre constat, après avoir analysé, fait un diagnostic de la grande pauvreté en France en particulier, nous sommes aperçus qu'il y avait des expériences extraordinaires, des compétences extraordinaires pour soigner le symptôme, pour travailler dans l'urgence et de répondre à un besoin immédiat des victimes de la grande pauvreté, mais qui avait très peu de réflexion sur l'analyse des causes. Et donc, d'où la création Break Poverty, qui a comme ambition de travailler sur les causes pour trouver des solutions innovantes, trouver des solutions impactantes, trouver des solutions systémiques et proposer des solutions au changement face aux analyses de la grande pauvreté. Donc c'est ambitieux. Et nous avons, après cette première réflexion, bien sûr deux axes de réflexion. Le premier, c'est qu'il faut travailler sur la prévention plus que sur le soin. Donc ce sont des programmes qui vont s'adresser à la jeunesse, à l'insertion des jeunes, puisqu'il est plus facile de fermer le robinet que de vider une baignoire qui se remplit avec un dé à coudre. Donc cette notion de la prévention est primordiale chez Break Poverty. Et puis le deuxième axe fondamental, c'est qu'on ne réussit que si on joue collectif. Alors on ne va pas s'amuser, puisqu'on va jouer collectif, mais on espère quand même réussir et avoir de l'impact par cette mobilisation collective sur des sujets précis et sur des solutions innovantes pour traiter les causes. Merci beaucoup. On passe la parole à Pierre-Yves Madinier pour ATD Carmonde. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je veux vous dire que je suis très heureux d'être là, tellement heureux qu'après avoir écouté hier et surtout après avoir discuté avec et rencontré des gens, la Fondation ATD Carmonde va adhérer au CFF. Et elle va adhérer au CFF et pourquoi ? Parce que j'ai envie de travailler avec vous tous dans ce cadre.
vous m'avez applaudi, mais en même temps, j'ai pris un risque parce que maintenant, je vais peut-être vous paraître complètement illuminé. Je voudrais juste essayer d'apporter, dans la continuité de ce qu'a dit Jean-Baptiste, apporter une sorte de pierre. Donc, je cours un risque, je le fais, je l'assume à titre personnel. Je n'engage pas ATD Quart Monde là-dedans, même si ATD Quart Monde, je pense, s'y reconnaîtrait. C'est de proposer un élément de spiritualité. Cet élément, je vois en face de moi M. Charon, qui a créé le CFF. Il a parlé de dignité. Et pour moi, j'ai au cœur cet élément de spiritualité qui est l'égale dignité de toutes et de tous. Je prends ces propos à un rapport qu'a fait Geneviève Antonios de Gaulle au CES à l'époque. Et pour moi, ça peut être un repère de spiritualité. Et un repère de spiritualité, c'est quelque chose qu'on partage. Quand on a ce repère en tête, on pense que les autres, même s'ils ne l'expriment pas forcément comme ça, l'ont aussi en tête. Et je suis vraiment, par exemple, madame, pour moi, ce repère de l'égale dignité veut dire qu'en tant qu'être humain de genre et de sexe masculin, je suis concerné parce que tout ce qui porte atteinte à la dignité des femmes, et je peux me situer comme allié dans les combats ou les actions qu'elles mènent pour promouvoir la reconnaissance effective de leur dignité. Et dans le mouvement ATD Quart Monde, justement, je suis un allié parce que le mouvement ATD Quart Monde, c'est un mouvement qui est construit par et autour des personnes très pauvres. Parce que les personnes très pauvres ont une profonde connaissance de ce que c'est la pauvreté. Et j'ai rencontré la grande pauvreté alors que j'avais 20 ans, donc on a à peu près fait des rencontres essentielles au même moment de notre existence. J'avais 20 ans et je venais de réussir un concours à l'école polytechnique, donc j'avais la tête pleine de rêves et puis aussi peut-être un peu gonflée. Et puis un jour, par hasard, je suis allé à Noisy-le-Grand et j'ai rencontré des jeunes très pauvres dans une cité dans laquelle ATD Quart Monde était présent. Et là, j'étais complètement bousculé, j'étais très maltraité. Et quand je suis... donc c'était un choc pour moi. Et quand je suis, après aller rencontrer la volontaire permanente, elle m'a demandé si j'avais compris ce qui m'était arrivé. Et j'ai dit, non, j'ai pas compris. Et surtout, j'ai dit, je veux pas comprendre. Et elle m'a dit, ils ont voulu vous tester parce qu'ils ont l'habitude d'être abandonnés. Donc, même des personnes très jeunes, même d'ailleurs des enfants quelquefois, ont une expérience vraiment brûlante d'être abandonnés. Alors du coup, comme j'étais un peu orgueilleux, j'ai dit, puisqu'ils veulent me tester, ils vont me trouver. Et donc je suis revenu, et puis en revenant, c'était des jeunes, ils étaient plus jeunes que moi, ils étaient certainement plus turbulents que moi je l'étais, mais on a acquis des relations de sympathie, d'amitié. Et puis après, quand je retournais voir cette même volontaire permanente, c'était une grande figure, une grande dame, elle me disait, mais vous êtes, Pierrick, vous n'êtes pas là pour faire du tourisme social. J'étais un peu encore plus dépité si possible que la première fois. Il me dit oui, ces jeunes, ils vous disent des choses de ce que c'est que la grande pauvreté. C'est l'expérience d'un peuple, ça c'est l'idée du Père Joseph qui parlait du Quart Monde. C'est l'expérience d'un peuple, il faut que cette expérience vous leur permettiez d'en prendre connaissance. Et pour ça, c'est pas d'aller leur prêcher je sais pas quoi, c'est de décrire ce qu'ils vous disent, et puis on travaille ça, maintenant ça s'appelle le Centre International Joseph Wresinski. On construit la connaissance de ce que c'est que la pauvreté, puis on permet ensuite aux gens, aux personnes, de comprendre ce qui leur arrive, quel est leur destin. Et donc, là-dedans, tout était dit. Alors après, j'ai fait une carrière dans l'entreprise, j'ai essayé d'avoir de l'impact et de faire des choses individuelles ou collectives. Enfin, j'ai mené une vie disons, qui s'est terminée comme cadre dirigeant. Mais j'ai toujours eu ce fil rouge-là, et cette attention aux personnes très pauvres. Et pour moi, c'est un marqueur essentiel. Et cet élément de spiritualité sur la dignité, j'en suis pas toujours moi-même digne, mais c'est vraiment quelque chose que je dois aux gens pour qui la dignité ne va pas de soi. Et pour qui c'est un long et beau combat. Il n'y a pas de plus beau combat que de voir quelqu'un qui est complètement fermé dans la misère et qui, petit à petit, s'ouvre, arrive à prendre la parole, et quelquefois dit même,
le combat que je mène pour ma famille, j'accepte aussi de le mener pour d'autres. Et ils deviennent des militants. Voilà.